Bonjour chers joueurs, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter Summer. Aujourd'hui, le jeu que je vous présente est un jeu qui a eu un succès quand même assez phénoménal sur Kickstarter. Il a été, si je ne me trompe pas, le jeu de figurines de miniatures le plus populaire de l'histoire de Kickstarter au moment où la campagne s'est terminée. Il a été battu depuis par quelques jeux. Et je parle ici de l'énorme jeu qui est Conan. Conan est un jeu qui a été développé par Monsieur Frédéric Henry par la compagnie Monolith. C'est un jeu qui dure environ 90 à 120 minutes et c'est assez précis sur le. C'est assez réaliste comme durée de jeu, ça ne dépassera pas vraiment 2 heures. C'est un jeu qui va se jouer de 2 à 5 joueurs. Le principe du jeu est un jeu, ce qu'on appelle en anglais One versus All, un contre tous les autres. Il y a un joueur qui va contrôler les forces du mal, alors que tous les autres vont se séparer un certain nombre de héros et tenteront d'atteindre un objectif spécifique qui va être fixé par un scénario qu'on aura préalablement choisi. C'est un jeu de figurines, de miniatures, on pense à Zombicide, on pense à Descent, on pense à Imperial Assault par exemple. C'est un jeu qui a énormément de figurines, beaucoup de matériel. Je vous montre comment on installe ça, comment ça se joue, et ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Première chose qu'on va faire au niveau de la mise en place, c'est de se choisir un scénario. Quand je choisis un scénario dans le livret d'instruction, ici, on va avoir le nombre de joueurs auquel on doit avoir pour pouvoir jouer à ce scénario-là. Donc ici, c'est un scénario à 4 ou à 5 joueurs que je vais faire pour l'exemple. Un joueur qui contrôle le mal et 3 ou 4 joueurs qui vont contrôler les héros. Dans le cas ici, j'installe une partie à 4 joueurs. Dans le bas d'un scénario, on a l'objectif, les conditions de victoire et de défaite pour les joueurs et pour l'Overlord, celui qui contrôle le mal. C'est le scénario qui nous indique comment gagner, comment perdre. Et pour placer le scénario, il faut tout simplement regarder la map. Fait qu'on va avoir certains personnages avec des socles à leur placer, soit rouge, soit bleu, soit vert, soit mauve. On a des monstres, des jetons, des tokens, les héros, on a leurs emplacements initiaux, on a des pions de renfort. Bref, on suit le plan, puis on respecte ça. Autre chose qu'il va avoir à placer, c'est ce qu'on appelle la rivière du livre de Skelos. L'Overlord a une espèce de plaquette plastique à lui qui ressemble à ceci, comme ça. Et dans le manuel d'instruction, ça nous dit comment organiser cette plaquette-là. Ça nous donne un certain nombre de gemmes qui vont commencer dans la réserve d'énergie. Ça nous donne un certain nombre de gemmes qui vont commencer dans la zone de fatigue. Et ça nous donne toutes les tuiles du jeu qu'on doit aller placer et où on doit aller les placer. Son livre ici est numéroté de 1 jusqu'à 8 et c'est dans le livre d'instruction, dans le livre de règles, que ça nous donne chaque tuile va aller vis-à-vis quel chiffre. Quand on a placé tout ça, les héros ont une mise en place similaire à faire. Une fiche de héros ressemble à ceci. Et sur cette fiche-là, j'ai différentes informations. Ici, j'ai le nombre de gemmes que le joueur va avoir en début de partie. Dans le cas du héros Conan, sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui, j'en ai 11. Ça me donne combien de ces 11-là vont commencer dans la zone active et combien de ces 11-là vont commencer dans la zone passive. Pour placer ça, dans le cas de la mission de base, Conan va commencer avec 7 dans sa zone active et 4 dans sa zone passive. Également, la mission va me dire, le scénario va me dire, chaque joueur commence avec quelle carte équipement, on va les chercher, on les donne aux joueurs. Quand chaque joueur a sa fiche, a ses objets, ses gemmes, que l'Overlord a aussi ses objets, ses gemmes, ce qui reste à placer, c'est le compteur de tours de jeu. On a une petite plaquette comme ça, qui est numérotée de 0 jusqu'à 15. On a un jeton qui sert à compter les tours de jeu. Souvent, les missions ont une limite de tours, soit pour l'Overlord, soit pour les joueurs. Ça nous sert à compter ça. Et il y a certaines figurines qui sont les boss ou qui sont les figurines un petit peu plus puissantes qui ont plus qu'un point de vie. Pour ces figurines-là, on va se servir aussi de cette piste-là pour compter leur point de vie. Fait que l'énorme serpent que je viens de vous montrer a 8 points de vie. Je vais prendre le jeton serpent, le mettre sur le 8. J'ai aussi le chef du village Pict qui a 5 points de vie. Donc, je vais prendre son pion sur le 5. Quand ça c'est fait, on met ça de côté. Ça sert juste comme aide-mémoire. On a différentes aides-mémoires ici qui rappellent les compétences que chacun des joueurs peuvent avoir, sont séparées et sont recto-verso avec beaucoup d'informations. On garde ça pas loin pour que chaque joueur puisse y accéder en cours de partie. Premièrement, je vais expliquer le tour de jeu des joueurs. C'est le scénario, soit dit en passant, qui va indiquer si c'est le méchant ou si c'est les joueurs qui commencent en premier. Mais d'une façon ou d'une autre, je vais commencer par expliquer comment le tour de joueur fonctionne. Première chose que les joueurs auront à faire, c'est décider s'ils sont dans un état passif ou actif.
Et sur la fiche, sur le bord de la fiche, ici, j'ai une compte de soleil pour l'actif, puis j'ai une compte de lune pour l'icône passif. Ça va déterminer combien de gemmes les joueurs vont régénérer au début de leur tour. Si le joueur, par exemple, si Conan décide qu'il est actif, mais je vois ici que j'ai un petit 2, le premier chiffre, il va régénérer 2 gemmes. Si jamais il y avait un de ses alliés qui était déjà mort, pour aider à compenser, il en régénérerait plutôt 3. Puis s'il y avait 2 alliés qui étaient décédés, il en régénérerait 4. En étant actif, il va pouvoir faire ce qu'il veut pendant son tour. Si de son côté, Chevalas décide qu'il est passif, mais je vois ici qu'il en régénère 5 plutôt que 2. Ce qui serait pas très brillant parce qu'il y en a juste 4 dans sa zone de fatigue pour l'instant. Fait que s'il est actif lui aussi, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Si un joueur n'a plus beaucoup de gemmes et décide qu'il est passif au début de son tour, ben il en régénère plus, mais la seule chose qu'il va pouvoir faire pendant son tour, c'est se défendre. Il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas attaquer, il ne peut pas ouvrir de coffre, il ne peut pas explorer. Il ne peut que se défendre et ne rien faire d'autre. Donc, première étape, on décide si on est actif ou passif. Dans mon exemple, les 2 joueurs décideront d'être actifs. Ensuite, ils vont prendre des actions. Et ils vont prendre des actions dans l'ordre qu'ils le veulent. Il n'y a pas de tour de jeu prédéfini. La première fois qu'on joue, c'est vraiment mélangeant parce que c'est très rare un jeu qui est comme ça. Fait que Conan peut décider de faire un déplacement, puis ensuite Chevatas peut décider de faire un déplacement, puis ensuite Conan peut décider qu'il attaque, puis Chevatas peut décider qu'il continue à se déplacer, puis Conan peut attaquer une deuxième fois, puis Chevatas se redéplacer encore, ainsi de suite. Les joueurs gèrent comme ils veulent. Le principe de base est que ici, sur chaque fiche, on voit ici sur cette icône-là, le petit bonhomme qui est ici qui court, j'ai un gros 2, et chez Vatas, il y a un 3 qui est écrit en blanc sur fond noir, qui est gros. Ça ici, c'est leur nombre de cases de déplacement gratuites par tour. Donc, Conan pourrait se déplacer de 2 cases, chez Vatas pourrait se déplacer de 3 cases. C'est la seule chose qui est gratuite. Au-delà de ça, tout ce qu'ils voudront faire va leur coûter des gemmes, que ce soit attaquer, se déplacer davantage, ouvrir des coffres, lancer un couteau de loin, ramasser un objet à terre, etc. Toutes les autres actions vont prendre des gemmes. Comment ça fonctionne? Je vais vous montrer la fiche de Conan d'un peu plus proche. Sur sa fiche, comme je vous le disais, j'ai un nombre ici qui détermine son déplacement gratuit. Donc Conan peut se déplacer jusqu'à 2 cases gratuitement. Ensuite, j'ai un petit chiffre en rouge. C'est le nombre de gemmes supplémentaires que Conan peut mettre dans cette case-là pour s'acheter des cases de déplacement supplémentaires. C'est le même principe dans les 4 cases qui sont ici. Si Conan veut attaquer, il va avoir à déplacer des gemmes dans cette case-là. Il peut en mettre dans un seul tour jusqu'à 5. Si Conan veut attaquer à distance, et il y a une arme qui lui permet de le faire, il peut mettre dans cette case-là jusqu'à 4 gemmes pour faire des attaques pendant son tour. Et si Conan veut faire des actions de manipulation, ouvrir une porte, crocheter une serrure, crocheter un coffre, ramasser un objet qui traîne à terre, il peut aller se mettre jusqu'à 3 gemmes dans cette case-là pour faire ces actions-là. Les autres actions qui sont ici, je vais y revenir un petit peu plus tard, même si vous devez avoir une bonne idée de ce que ça veut dire juste avec les icônes. Donc, comment le tour fonctionne? Conan a 7 gemmes dans sa zone active, il a décidé d'être actif, il en régénérait 2 davantage, ce qui veut dire qu'il commence avec 11 gemmes. S'il voulait, par exemple, aller attaquer les monstres qui sont juste ici, on voit ici que j'ai une porte pour rentrer à l'intérieur qui est juste là. Conan se déplace d'une case, 2 cases gratuitement. Il décide de mettre une gemme supplémentaire pour se déplacer d'une autre case. Il rentre dans la zone. Il décide qu'il veut attaquer la zone ici avec les 3 monstres. S'il avait voulu plutôt se déplacer ici, c'était juste à 2 cases. Il aurait pu y aller directement sans avoir à sacrifier de gemmes. Fait que le déplacement fonctionne comme ça. Il peut se déplacer jusqu'à 4 cases supplémentaires. C'est pas plus compliqué que ça. L'attaque, comment ça marche? C'est pas tellement plus simple. On voit ici Conan sur sa case d'attaque en mêlée, il y a un dé rouge. Pour chaque gemme qu'il va mettre dans sa case quand il fait une attaque, il va lancer un dé rouge. Conan, son équipement de départ, le même icône, l'icône d'attaque, vient avec un dé orange. Donc à chaque fois qu'il va faire une attaque, il va se rajouter un dé orange. Tout simplement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc si Conan rentre dans cette zone-là, il décide qu'il dépense 2 gemmes pour faire une attaque. Il va donc lancer 2 dés rouges. Son arme lui donne un dé orange supplémentaire. Il les lance et on va résoudre l'effet de l'attaque. C'est aussi simple que ça. Comment ça fonctionne pour résoudre l'effet d'une attaque? Le méchant a des petites tuiles comme ça sur sa piste, sur le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Et chaque méchant, à part les boss, a un point de vie. Et chaque méchant a une valeur en armure, qui est juste ici. On fait juste déduire la valeur en armure, et s'il reste suffisamment de blessures pour le tuer, pour y infliger un point de dégâts, il est mort. Dans ce cas-ci,
Conan a roulé 2 haches, 2 haches, 1 hache, un total de 5 succès, moins 1 d'armure, ça fait 4 de dégâts. Ben, il réussit son attaque. Comme son tour n'est pas terminé, tant qu'il n'a pas décidé que c'était terminé, il peut continuer, ben, il peut décider de faire une autre attaque. Un des rouges, on n'oublie pas son dernier de son arme, 4 succès, il en tue un autre. S'il veut, il peut continuer tant qu'il veut, jusqu'à temps qu'il atteigne sa limite de 5 rouges qu'il peut utiliser. S'il y avait une arme qui lui permettait d'attaquer de loin, ce serait le même principe avec l'icône d'attaque en distance, mais là il peut se rendre jusqu'à 4 rouges. Et on n'oublie pas qu'on peut alterner les tours. Donc, j'aurais pu avoir Chevalas qui se déplace juste ici, ensuite qui essaie une attaque de loin parce que lui a une arme qui lui permet d'attaquer de loin. Ça prend tout simplement le même icône que sur la fiche pour savoir si on est capable de le faire. Fait que Chevalas de loin lance des dés orange, son arme lui donne un dé jaune supplémentaire, en mettant 2 gemmes, il lance 2 dés orange et un dé jaune, il en tue un. Conan ensuite prend son mouvement, fait une grosse attaque, réussit à tuer ceux qui restent. Ensuite, Chevalas dépense des gemmes de mouvement pour faire se déplacer jusqu'ici, décide de continuer à attaquer. Vous avez compris le principe. Tant que les joueurs n'ont pas décidé que leur tour était terminé, ils peuvent continuer à faire des actions. Et tant qu'il leur reste des gemmes à dépenser dans leur zone verte, ils peuvent continuer à faire des actions. Conan, qui est ici, pourrait prendre une action, par exemple, de manipulation de la main pour essayer d'ouvrir le coffre. Un coffre, ça a une résistance de 1. Il lance un dé orange. Il a réussi à ouvrir le coffre. Il va aller chercher un item dans une pile d'équipements qui aurait été préparée selon le scénario. Chevalas a aussi, lui, un dé rouge en manipulation. Fait qu'il est très fort pour crocheter. Les dés, c'est jaune, orange et fort. On comprend que le rouge est meilleur que l'orange est meilleur que le jaune. Et c'est pas plus compliqué que ça. Le tour de jeu des joueurs n'est pas plus compliqué que ça. Ils vont se promener comme ça selon l'objectif qu'il y a à faire. Ça peut être de trouver quelqu'un qui est capturé, de tuer un ennemi en particulier, selon le décompte, et leur tour de jeu roule comme ça. Les autres informations qu'il y a sur la carte qui sont importantes, chaque joueur a une série de compétences qui est ici avec un chiffre qui est écrit à côté. Ces séries de compétences-là, ça va généralement sauter, pouvoir permettre de grimper sur différents lieux du plateau, permettre de nager s'il y a de l'eau sur le plateau, parce qu'il y a différents plateaux qui viennent avec le jeu, permettre de sauter par-dessus certains obstacles. Il y en a quand ce n'est pas en vert, mais c'est de d'autres couleurs, comme la capacité bleue, jaune de Chevalas ou la capacité rouge de Conan, c'est des compétences spéciales. Ben là, on va tout simplement aller faire référence aux différentes aides de jeu qui viennent avec. Conan, sa capacité spéciale avec la hache, j'ai le même dessin ici, fait que je vais la lire pour savoir ce qu'il fait. Lui, ça lui permet d'attaquer plus qu'un adversaire à la fois. Chevalas, si je vais regarder sa capacité ici, c'est la même qui est ici, juste ici. Fait que là, lui, ça lui permet de se déplacer plus facilement en ignorant les ennemis. Fait qu'on va tout simplement aller voir ça. Le chiffre qui est à côté représente l'encombrement que le joueur va traîner sur lui. Chaque item a une valeur en bas à droite, généralement de 1 à 4, de 0 à 4 selon l'item. Les armures ont des chiffres plus gros, les armes c'est médium, les petites armes de rien ont des tout petits chiffres. Ça représente l'encombrement. Et dans le fond, quand on trouve de l'équipement puis on accumule de l'encombrement, si le total des items qu'on a, l'encombrement, dépasse l'une des compétences qu'on a, on ne peut plus utiliser cette compétence-là. De façon générale, c'est assez logique. Si Conan a plus que 6 points d'encombrement, il ne peut plus nager. C'est une grosse armure en métal, 3 haches, 2 lances, 4 coffres. Ça ne marche plus, il ne peut plus nager. Chevalas, sa capacité de se déplacer rapidement et d'être ignoré par les adversaires, s'il dépasse un certain nombre de points d'encombrement, il ne peut plus l'utiliser. Alors que je vois ici, il n'y a pas de chiffre sur la capacité d'attaque de Conan, fait que peu importe le stock qu'il y a sur le dos, il peut toujours l'utiliser. Et finalement, le chiffre qui est le plus à gauche, c'est sa capacité d'encombrement maximum. Conan ne peut pas traîner plus que 12 points d'équipement. Dernière chose que je vais expliquer, c'est le phénomène de gêne. Dans ce jeu-là, comme plusieurs jeux du type, si un personnage est sur une case où il y a plusieurs adversaires, il peut avoir des malus selon l'action qu'il essaie de faire. Premièrement, le déplacement. Chaque personnage qui est sur la même case, quand on essaie de se déplacer, ça va coûter un point de déplacement supplémentaire. Si Conan veut quitter cette case-là, ça va coûter 1 pour aller là, plus 3 parce qu'il y a 3 bonhommes sur sa case. Donc un total de 4, fait qu'il faudrait qu'il prenne son déplacement de base puis qu'il consacre 2 gemmes supplémentaires pour pouvoir quitter la case. Conan leur arracherait probablement la tête avant de s'en aller. Même chose si on essaie d'ouvrir un coffre, ou si on fait une action de manipulation.
chaque personnage qui est présent dans notre case va annuler l'un des succès qu'on a. Fait que si Conan essaie d'ouvrir le coffre là pendant que les deux le picassent avec des épées en arrière, il va lancer le nombre de dés orange qu'il aura décidé de lancer. 2 succès, moins 2 succès parce qu'il y a 2 personnes dans la case, il ne réussit pas à ouvrir le coffre. Par contre, si on a des alliés dans la même case, on considère qu'ils prennent en charge l'un des ennemis. Fait que dans ce cas-ci, Conan aurait juste un malus de 1. Et dans une situation comme celle-ci, si Chevalas décidait de se déplacer, ça lui coûterait 1 de déplacement avec 2 points de déplacement supplémentaires parce que cet ennemi est pris en charge par Conan. Et ça couvre pas mal les règles qu'il y a à couvrir. La seule autre règle peut-être qu'on pourrait rajouter, ce sont les sorts. Il y a certains personnages dans certains scénarios qui ont des sorts. Le principe reste le même. Quand j'ai un sortilège, j'ai un coup en rouge ici. Ici, dans ce cas-ci de cette carte-là, c'est un 2. C'est un nombre de gemmes qu'on doit placer sur cette carte-là pour pouvoir utiliser le sort pendant un tour. Et le coup en blanc, plutôt, le 2, c'est le nombre de gemmes que je dois placer pour pouvoir utiliser le sort. Et le coup en rouge est le nombre maximum de gemmes qu'on peut placer sur la carte, comme n'importe quelle autre compétence. Donc une carte qui est 2-2, ça veut dire que je peux l'utiliser juste une fois par tour. Une carte qui serait 1 sur 3, mais ça coûte une gemme l'utiliser, je peux l'utiliser un maximum de 3 fois par tour. Pour le tour du méchant, comment ça fonctionne? Premièrement, le méchant, lui aussi, il commence à régénérer un certain nombre de gemmes. Lui, ça va être indiqué par le scénario, il va avoir à choisir l'une de ces tuiles-là qui est recto-verso. Et selon la tuile qu'on va lui indiquer de placer au centre, ça lui indique combien de gemmes il va replacer. Dans ce cas-ci, ça serait 5, donc on génère 5 gemmes par tour. Ensuite, comment son tour fonctionne? Première chose qu'il va faire, c'est activer l'un de ses ennemis ou de ses groupes d'ennemis. Le coût en activation est au-dessus de l'ennemi en question. Et quand il y a certains ennemis, comme si je prends par exemple mes chasseurs pictes, quand il y a certains ennemis qui sont en différents groupes, on va avoir dans notre mise en place, on va leur avoir placé des socles de différentes couleurs, ce qui va permettre de les repérer facilement sur le plateau. Et on voit qu'autour de chacune des cartes picte, il y a la même couleur qui correspond avec les socles. J'ai le picte bleu, le picte vert, le picte rouge. Donc si, par exemple, comme première action, je décidais d'activer cette première tuile-là, je vais payer le coût tout simplement en énergie qui est au-dessus. 1, on paye 1, on active tous les pictes bleus. Avant de les activer, on tasse la rivière au complet et on va placer la tuile qu'on vient d'activer complètement à la fin. Ça donne une activation avec tous les pictes bleus qui sont sur le plateau. Sur la tuile elle-même, il y a les informations, qu'est-ce qu'on peut faire en activation. La première information qu'on a ici, comme les joueurs d'ailleurs, les monstres, les ennemis, ont certaines compétences. Dans ce cas-ci, les pics peuvent sauter par-dessus les obstacles s'il y en a sur le plateau. Ensuite, comme les joueurs, les pictes, les monstres, les ennemis ont une valeur de déplacement qui est gratuite. En activant cette tuile-là, chacun de mes pics peut se déplacer de 2 cases en respectant le phénomène de gêne dont j'ai parlé. S'il y a des ennemis sur la même case, ça coûte plus de points de déplacement. Il y a la valeur en armure si jamais il se fait attaquer, ça j'en ai déjà parlé. Et finalement, s'il décide d'attaquer à la fin de son déplacement, il y a le nombre de dés qu'il va lancer. Et sur le dé, il va avoir une icône à savoir s'il a le droit à une relance ou non. Dans le cas des pics, c'est 2 dés jaunes avec une petite flèche sur le dé jaune. Ça indique que s'il attaque, il a le droit de lancer 2 dés jaunes et il a le droit de les relancer jusqu'à 2 fois si jamais il n'est pas satisfait des dés. Ou de lancer un dé 2 fois ou 2 dés une fois. S'il n'est pas satisfait du dé. Ça va permettre, par exemple, à mon pic bleu qui est ici, pourrait faire un 2 points. Ça, c'est 2 points de déplacement pour venir attaquer Conan. Les 2 autres pics bleus qui sont ici pourraient se déplacer pour venir attaquer Chevalas, ainsi de suite. Chaque pic est quand même considéré comme étant indépendant les uns des autres. Chaque pic va attaquer à tour de rôle avec ses 2 dés. Et l'attaque fonctionne de la même façon que pour les héros. À la différence près que les héros eux-mêmes vont décider s'ils font une défense active ou passive quand ils se font attaquer. Si par exemple les 2 ici attaquent Chevalas, Chevalas va décider s'il a une défense active ou passive. S'il utilise une défense passive, il va se servir des items qu'il va avoir tout simplement pour se défendre. Si Chevalas a une armure de cuir, j'ai le petit symbole d'armure, un dé jaune, gratuitement il va lancer un dé jaune pour se défendre. S'il a au moins autant de succès que son adversaire, il va annuler le coup. Mais s'il veut, on voit ici il y a l'icône de bouclier, il peut, dans sa réserve
active, s'il lui reste des gems dans sa zone verte, il peut tout simplement les transférer sur le bouclier qui est ici, et pour chaque gem qu'il aura décidé de placer ainsi, il va lancer un dé orange supplémentaire en défense, et il a tout à fait le droit d'attendre de voir le résultat de son adversaire avant de décider s'il fait une défense active ou passive. La seule chose, c'est qu'il doit décider combien de dés supplémentaires il ajoute avant de les lancer, et ensuite se satisfaire de son résultat. Chaque blessure que l'Overlord va réussir à infliger à un joueur va fonctionner de la façon suivante. Si je reprends mon exemple de Chevalas, à la fin de son tour, sa fiche ressemble à ceci. Il s'est gardé un certain nombre de gems. Pendant son tour de jeu, il a fait des déplacements, il a fait des attaques, il a fait des attaques de loin, et à la fin de son tour de jeu, évidemment, toutes les gems qu'il a utilisées vont aller dans sa zone de fatigue. Pendant le tour de l'Overlord, mes deux amis ici viennent l'attaquer. Ils décident d'utiliser certains dés de défense qui sont immédiatement transférés dans la zone de fatigue. Mais malgré tout, il est malchanceux, il reçoit 2 blessures. On va tout simplement prendre 2 gems de sa zone de fatigue et les transférer vers la zone de blessure. La zone de blessure, à moins d'effets spéciaux du jeu, ne retournera jamais vers la zone verte. Fait que plus Chevalas accumule de blessures, moins il est capable de faire d'actions dans son tour, parce que là, il dispose vraiment plus beaucoup de gems pour pouvoir utiliser son tour. Si jamais toutes ces gems sont dans sa zone de fatigue, pas dans sa zone de fatigue, mais dans sa zone de blessure, il est mort. Donc l'Overlord active une tuile, la déplace à la fin, fait un déplacement et des attaques s'il le souhaite, et ensuite va en activer une deuxième. Il prend celle qu'il veut. Si par exemple il voulait activer ses yens, il aurait à payer 3 gems parce que les yens étaient en 3e position, et ça permettrait à toutes ces yens du plateau de faire un déplacement jusqu'à 5 cases et ensuite de faire une attaque avec un dé orange par yen. Son tour de jeu n'est pas plus compliqué que ça. Il y a certaines tuiles qui représentent des boss, si on veut, qui ont des capacités spéciales, plus de déplacement, plus d'attaque, de défense, et qui ont aussi des points de vie, fait qu'ils prennent plus qu'un coup à tuer. Dans le cas de ce boss-ci, il y en a 5, fait qu'il va descendre jusqu'à 0, jusqu'à temps qu'on le tue. Le serpent en a 8, puis il est très fort, il lance 3 dés oranges s'il attaque, ainsi de suite. Il y a une tuile ici qui est spéciale, qui est la tuile événement. La tuile d'événement, ça va être précisé dans le livre de scénario qu'est-ce qu'elle fait. De façon générale, elle peut offrir 2 ou 3 possibilités. Dans ce scénario-ci, elle n'offre qu'une possibilité, c'est de faire un renfort. Donc, si l'Overlord active sa tuile événement, il paye le coût toujours selon sa position. Et ensuite, dans ce scénario-ci, il gagnerait 4 points de renfort. C'est ça que le scénario nous indique. C'est quoi les points de renfort? J'ai des petits jetons comme ça un peu partout sur le plateau. Tous les monstres qui ont été éliminés par Conan et ses amis vont aller près de l'Overlord. Et sur la tuile, l'ennemi, le petit chiffre qui est en bas à droite, indique combien cette unité-là vaut en points de renfort. Les Pictes valent 1 point, donc avec 4 points de renfort, en activant la tuile événement, l'Overlord pourrait tous les ramener en même temps et ainsi poursuivre son combat contre Conan. Ça met pas mal fin aux explications de l'Overlord. Son tour est vraiment pas plus compliqué que ça. Il choisit un groupe d'unités, active, déplacement, attaque. Choisit un deuxième groupe d'unités, active, paie le coup, déplacement, attaque et reprend au tour suivant. Les choses qui me restent à expliquer pour le jeu, ça vaut autant pour l'Overlord que pour les joueurs, sont les dés de relance. Et qui sont l'icône qui est juste ici, l'espèce de cube avec la flèche qui permet de relancer. L'Overlord a le même icône ici. Autant les joueurs que l'Overlord, autant pendant son tour que pendant le tour de l'adversaire, peut déplacer des gems sur l'icône de relance pour relancer un dé qu'il vient de lancer. S'il n'est pas satisfait de son attaque ou de sa défense, il peut déplacer des gems ici pour relancer un dé, puis il peut le faire autant de fois qu'il veut, et autant qu'il lui reste des gems à dépenser, il peut en placer plusieurs à la fois pour relancer un ou plusieurs dés sans aucun problème. Dans le cas de l'Overlord, les icônes qui sont ici fonctionnent exactement comme le héros, c'est-à-dire que pour chaque cube qu'il place ici, il peut déplacer une unité d'une case supplémentaire jusqu'à un maximum du double de son déplacement. Donc après avoir activé mes yens tout à l'heure par exemple, j'aurais pu ajouter jusqu'à 5 gemmes supplémentaires pour qu'une des yens se déplace de 5 cases supplémentaires ou pour que mes 5 yens se déplacent chacune d'une case supplémentaire. On décide. Et l'Overlord peut aussi décider de dépenser des gems pour offrir une défense active
Donc si ce picte-là se fait attaquer, par exemple, il pourrait dépenser une gemme pour lancer un dé rouge de défense supplémentaire. Si c'est ce picte-là qui se fait attaquer, il pourrait dépenser une gemme pour lancer 2 dés jaunes de défense supplémentaire qui vont s'ajouter à sa défense passive. Et ça couvre pas mal toutes les règles qu'il y a à l'intérieur du jeu. Tout ce qu'on veut faire, on doit le payer. La seule chose qui est gratuite, c'est un mouvement, un certain nombre de cases de mouvement qui sont gratuites par tour. Soit dit en passant, dès qu'on décide d'attaquer, si on n'a pas fait son mouvement complet gratuit, on perd les points de mouvement qui restent, puis ensuite, il faut payer pour se déplacer davantage après l'attaque. Ça vaut autant pour le héros que pour les vilains. Et ça couvre pas mal le jeu, donc place à qu'est-ce que j'en pense. Pour terminer, qu'est-ce que je pense de Conan? Je pense que c'est un excellent jeu. C'est sûr que le style 1 contre tous, ça plaît pas à tout le monde, parce qu'il y en a un qui est tout seul dans son coin et qui fait ses affaires. Mais celui-là, c'est de loin le plus simple au niveau de la mécanique parmi tous les jeux 1 contre tous que je connais. En fait, j'en ai pas loin d'une dizaine à la maison, j'en connais au moins une dizaine d'autres qui sont très intéressants, que ce soit de Descent à Dungeon Saga, à Seven Sins, à Imperial Assault, etc. C'est le seul que pour une première partie, en montrant le jeu à quelqu'un, je n'hésiterai pas à lui faire jouer le rôle de l'Overlord à un nouveau joueur. C'est le seul et unique. Il n'y a pas besoin de comprendre le jeu de façon parfaite. De toute façon, il va le comprendre de façon parfaite après 2 tours de jeu. Il n'y a pas 1 million de petites règles. Tu veux faire quelque chose, tu payes le coût de gemme qui est associé, puis tu le fais. C'est tout. C'est écrit sur ta fiche combien de dés ça te donne selon l'action que tu essaies de faire. L'iconographie sur les items est hyper simple. Il n'y a pas de texte sur les items, c'est vraiment juste des icônes. Fait que si j'ai l'icône de cible de loin, ben, ça veut dire que c'est un item que je peux attaquer de loin. Si j'ai l'icône de hache, ben, ça veut dire que c'est un item que je peux attaquer de proche. Si j'ai une icône de casque, ben, c'est un item qui me protège. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est le même icône pour l'Overlord que pour les joueurs. C'est hyper simple. Et juste pour cette raison-là, c'est un jeu que je recommanderais fortement si évidemment vous êtes des amateurs de fantastique avec des créatures, des combats légendaires. Aussi, mine de rien, à ma connaissance, c'est le seul jeu de société de Conan qui permet de jouer Conan. Les seuls autres jeux que je connais, Conan, c'est une espèce de force de la nature qui est présent sur le plateau, mais qu'on ne joue pas en tant que tel. Je pense entre autres au jeu de stratégie Conan de Strategy Board Game. Dans ce cas-ci, on peut jouer Conan, ce qui est très le fun, qui est d'ailleurs extrêmement puissant. Et je suis obligé en même temps de mettre ça dans ses petits défauts. Celui qui va jouer Conan, lui, il va noter le jeu 1 point de plus sur 10 que tous les autres qui ne jouent pas Conan. Conan est vraiment beaucoup plus puissant que n'importe quel autre personnage du jeu. Fait que pour jouer et l'apprécier à sa juste valeur, si on ne joue pas Conan, il faut apprécier les forces de son personnage. Chez Vatas, par exemple, l'autre personnage que j'ai utilisé dans l'exemple, il se déplace rapidement, il attaque de loin, il est super fort pour ouvrir des coffres et crocheter des portes. Fait qu'il faut que ses forces soient utilisées pour qu'il soit appréciable. Conan, c'est une brute pure et dure, il peut défoncer les murs, il peut détruire tout sur son passage. Fait qu'il y a un gros avantage sur les autres joueurs au niveau du combat, évidemment. Dans les autres plus, il y a le matériel, là, les figurines sont vraiment belles, c'est du niveau Cool Mini or Not. Les socles sont bien utilisés, le serpent est absolument génial. Il y a une figurine qui vient dans la version Kickstarter qui s'appelle Toad, qui est une espèce de créature marine qui est absolument, qui est absolument très bien détaillée, aussi une espèce de figurine d'horreur avec énormément de détails. Donc, le matériel, le plateau de jeu, vous en avez vu un dans la boîte de base. Il y en a 4 plateaux de jeu comme ça, mais en fait 2 recto verso. Il y a des bateaux de pirates, une forteresse, une auberge, puis le village des pics comme ça. Ils sont vraiment extrêmement bien détaillés. Les ondes sont bien détaillées. Le visuel est excellent. Les tuiles, le livre de Skelos, qui est probablement la bébelle la plus fun avec laquelle j'ai joué dans un jeu de société depuis longtemps, cette espèce de mécanique-là de tuiles qui permet, quand on utilise une tuile, de la déplacer, de l'envoyer vers la fin. On paie le coût qui est associé. C'est vraiment bien pensé. Ça simplifie beaucoup le travail de l'Overlord, d'ailleurs. Fait que matériel 10 sur 10, sans aucun problème. Le jeu lui-même, je vais quand même y mettre une très belle note de 9 sur 10. La raison pour laquelle il n'y a pas un 9.5 ou même un 10, ce qui serait parfait, c'est la quantité de scénarios, la rejouabilité du jeu. C'est là qu'il y a une petite faiblesse. Dans le livre de base de règles, celui qui va sortir en magasin,
Il y a 11 scénarios à l'intérieur du jeu. Là-dessus, il y en a un qui se joue à 2 joueurs, il y en a 2 qui se jouent à 3 joueurs, 2 qui se jouent à 5 joueurs. Toutes les autres se jouent à 4 joueurs. Fait que si on n'a pas 4 joueurs exactement, il y a peu de rejouabilité à l'intérieur du jeu, particulièrement à 2. Il y a juste un scénario à 2 joueurs. Fait que, à moins que le joueur qui contrôle les héros décide d'en jouer plus qu'un héros, ben la rejouabilité est un petit peu décevante. Ceux qui ont eu la version Kickstarter aussi, il y a un paquet de matériel qui vient là-dedans, pas de règles. Les règles vont venir plus tard, éventuellement, dans d'autres expansions, sur des trucs PDF qu'ils vont nous envoyer éventuellement. Mais il y a plein de figurines supplémentaires, de tuiles, de jetons que je sais pas à quoi ils servent, puis que je trouve pas dans les règles, puis qu'il n'y a pas de règles pour les expliquer, ou il n'y a pas de scénario qui les utilise. Fait que ça, c'est un petit peu décevant. Sinon, quoi d'autre? Les mécaniques, comme j'ai dit, extrêmement simples. Les règles sont assez originales. Le tour de jeu du joueur, c'est vraiment le fun de pouvoir... le joueur numéro 1 fait une action, le numéro 2 vient aider le numéro 1, après le numéro 1 continue son déplacement et fait d'autres choses. Le numéro 3 il arrive, puis il ouvre la porte, le numéro 1 rentre, défonce tout ça, le numéro 2 rentre, jette un sort. Le fait qu'on puisse alterner comme ça dans notre tour de jeu, c'est super original. Je connais pas d'autres jeux qui font ça. Je connais des jeux qu'on décide dans quel ordre on joue, mais généralement c'est un joueur fait tout son tour, l'autre fait tout son tour, l'autre fait tout son tour. Là on mélange tout ça, c'est super original, mais c'est un peu déstabilisant la première fois, mais c'est un peu original. Le livre de règles, très mauvais. Il commence par la fin, on explique l'objectif dans le milieu des règles, on commence en expliquant le combat tout de suite en partant. Le système de gem est expliqué, en tout cas, faut le lire une fois, puis juste pour le démêler. Le système de règles n'est pas très bon, c'est mieux d'aller télécharger les règles sur Internet ou d'écouter cette vidéo qui vous l'explique, je l'espère clairement. Et c'est ça, il manque des règles pour certaines affaires, le scénario est un peu limité, puis comme toujours dans ce genre de jeu-là, la mise en place est assez longue, surtout qu'il faut aller clipper des espèces de petites bases de couleurs après différentes figurines. Ça aide visuellement sur le plateau, mais c'est très long à faire et à défaire après. Des fois, c'est quasiment aussi long de placer et serrer le jeu que de jouer une game. Donc, sur ça, quand même, un beau 9 sur 10, c'est un très beau jeu, très bien réussi. Plein de belles choses. J'espère que ce qui arrive du jeu dans les prochains mois, ça va pallier aux petits défauts qui restent, le manque de rejouabilité et les scénarios limités. Sur ce, si vous avez des questions ou commentaires, comme à l'habitude, vous m'écrivez, ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires que je verrai dans le bas. N'hésitez pas si vous avez des suggestions d'autres évaluations Kickstarter ou me dire qu'est-ce que vous avez supporté. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à un prochain vidéo.